Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La tontine est associée au commerce en général, a priori. Mais malheureusement, un autre commerce se développe chez les élèves, la tontine sexuelle. De quoi parle-t-on? Les grossesses en milieu scolaire, est-ce que la situation est sous contrôle? La consommation de stupéfiants en milieu scolaire, on en parle également. Prendre conscience de ces fléaux, les circonscrire, voire les éradiquer, c'est notre thématique de ce jour dans votre magazine Ça fait l'actualité. Notre invité, professeur en psychologie de l'éducation, est sur le plateau. Ève Boué nous propose son élément de reportage. Madame. Balou Clémentine, enseignante et directrice d'école, est à la retraite. Aujourd'hui, elle se bat aux côtés de l'organisation Excel Ado. La structure sensibilise sur les dérives en milieu scolaire en promouvant les valeurs d'excellence. Témoignage lors d'une causerie débat avec les parents d'élèves sur le phénomène de tontine sexuelle. Quand on a commencé nos activités, on avait basé nos prévisions sur le secondaire. Mais quand on a fait les enquêtes, on a trouvé des enfants du primaire. On a eu le témoignage d'une petite fille, elle avait 9 ans. Et quand on en a parlé, elle-même, elle est venue expliquer. Les enfants, quand un sort de la classe, vous dit je m'en vais aux toilettes, tout à coup, vous allez voir que beaucoup d'enfants vont sortir. Même il y a des enfants, des petites filles qui sont au CE2, qui sont au CE1, elles ont un téléphone, elles font des films vidéo sur elles-mêmes. Cette pratique néfaste multiforme inquiète l'ensemble des acteurs du système éducatif. Tontine sexuelle. Je ne sais pas qui peut freiner ça, c'est fléau. Je ne sais pas. C'est parce que quand l'enfant va s'adonner à ça, il ne va pas vous parler. Alors, ta fille suit dehors le groupe. Alors, toi tu es à la maison, tu n'es pas au courant de rien. Tu ne peux rien. Pire, c'est que nous avons des adultes qui se prêtent à ce jeu. Parce que ces enfants-là n'arrivent pas à mettre en place leurs plans sans passer par des adultes. Ils passent par des adultes parce que les hôtels qu'ils louent, les villas privées qu'ils louent, qui les gère, c'est des adultes. On peut vraiment dire que l'heure est grave. Vraiment, l'école est minée. L'école est minée. On en sait beaucoup sur ces fléaux-là. Le constat est implacable, la tontine sexuelle, comme les grossesses précoces, les violences, la consommation de stupéfiants, l'alcool, la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, entre autres, sont des dérives à éradiquer. Quelles en sont les causes? À qui incombent les responsabilités? Quelles en sont les solutions? De retour en studio, bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes professeur Ghislain Yapi. Vous êtes professeur en psychologie de l'éducation. C'est bien ça. Merci d'être là. Première des choses, c'est un constat affligeant. Quelles sont vos réactions à chaud? Je voudrais avant tout propos rendre hommage à mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, et à tous ces valeureux parents. Et on pourra dire que ces parents-là sont des héros. Les parents de 2024 sont des héros. Parce que le déclin de l'éducation n'est pas national, il est mondial. La situation éducative est préoccupante, c'est vrai. Mais je suis là sur ce plateau pour annoncer une très bonne nouvelle à tous les parents. Et tout à l'heure, vous voyez, lorsque l'événement passait, j'acquiesçais surtout par rapport à certaines interventions. Non pas que j'étais totalement d'accord, mais c'est parce que je me suis rendu compte que plusieurs parents, malheureusement, sont découragés, ont perdu espoir. Nous les comprenons, effectivement, parce qu'il y a une ascendance. Il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment, parce que le respect même des règles a foutu le camp. Nous voyons malheureusement le corps de l'apprenant est persécuté par des enfants qui ont décroché et qui poussent d'autres personnes, malheureusement, à la démotivation. Donc la situation est préoccupante. La situation est préoccupante parce que c'est poignant d'entendre ce monsieur, ce père de famille d'un certain âge qui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. » Mais là,
il y a quand même des solutions, ce n'est pas le désespoir. Tout à fait. Et comme je disais, certainement, il a tenu ce langage parce qu'il n'a pas de solution. Parce que plusieurs parents, malheureusement, n'ont pas la solution, parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. C'est normal, parce qu'ils n'ont pas reçu un certain nombre de choses. Mais nous avons pu rencontrer certains experts au milieu de l'éducation, des experts chevronnés qui ont une certaine expertise, et nous avons contextualisé un certain nombre de choses et nous pensons que nous avons trouvé la clé. Voilà. Alors, le moment est arrivé de vous demander, quand vous dites « nous », vous parlez de qui? Vous êtes professeur en psychologie de l'éducation et Axel Ado est également, c'est une structure, une ONG que vous avez mis sur pied. Oui. Alors, parlez-nous de la Confédération mondiale des excellents adolescents. Oui, la Confédération mondiale est un groupement de fêtières. Fêtières d'abord de l'environnement, de salubrité, des fédérations, d'associations de femmes. Il y a plusieurs organisations qui se sont mis ensemble pour se pencher sur la question, parce qu'il fallait que nous soyons plus forts et que nous parlions de même voix. Et voici d'où est venue l'idée de mettre sur pied la Confédération. Moi-même, je suis président du ONG et il y a 1 an qu'il a plu à mes pairs de m'établir, de me confier la responsabilité de cette confédération dont je suis le PCA. D'accord. Alors, c'est un combat que vous ressentez particulièrement? Oui, comme je le dis, je m'appelle souvent le défenseur des ados parce que, vous voyez, la plupart des personnes qui ont parlé, qui ont intervenu aujourd'hui sont des adultes. Et en griffe, ceux qui sont incriminés sont les ados. Mais en réalité, tout ce qui se fait, et la première responsabilité incombe aux parents, aux adultes. Donc, je pense, moi, en tant qu'adolescent, j'ai vécu des situations très difficiles et je pense qu'aujourd'hui, les ados de 2024 sont différents des ados de 90. Ils ont besoin d'un certain nombre de choses et nous devons les comprendre. Nous les comprenons et comme personne ne veut souvent les entendre, personne ne veut souvent les entendre, je le dis, je sais de quoi je parle et nous avons créé un cadre pour pouvoir les écouter et qu'ils se fassent entendre. D'accord, alors nous allons parler du contexte. Tontine, a priori, on l'associe au commerce général. Alors, tontine sexuelle, on a entendu la dame en parler. Pouvez-vous plus nous expliquer ce contour et puis qui est né depuis quand? Malheureusement, aujourd'hui, comme je disais, les parents d'aujourd'hui ne sont pas les seuls à éduquer leurs enfants. Il y a d'abord les réseaux sociaux et les influences, surtout l'influence des réseaux sociaux agit, je dirais, de manière directe sur l'enfant, sur les neurones, la plupart des enfants qui suivent les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, nous en parlions une fois, parce que c'est vrai, on ne peut pas empêcher un enfant, par exemple, d'avoir un téléphone. Mais nous avons une stratégie pour permettre aux enfants, dans la discipline de l'utilisation de ce que nous appelons le digital, les écrans. Donc, la sexualité, la tontine sexuelle est une prostitution. Voilà, c'est une prostitution en fait. D'où est venu cela? C'est aussi simple que ça. Les enfants ont une certaine cupidité. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un désir immodéré de richesse, des enfants qui veulent être riches. C'est incroyable, mais c'est le temps. Alors, le principe de la tontine sexuelle, c'est quoi? C'est de passer à tour de rôle. Voilà. Passer à tour de rôle, c'est un groupe d'amis, des jeunes filles. Elles appellent ça de diverses manières. Ce n'est plus maintenant que la tontine sexuelle, elles appellent ça le tchep, ou bien le bon gâteau. Le tchep. Oui. Et elles changent, parce qu'elles ne voudraient pas qu'on sache ce qu'elles font. Et voilà, c'est-à-dire elles sont amies et elles décident de passer à tour de rôle. Et donc, de l'autre côté, ce ne sont pas des adultes, en fait. De passer à tour de rôle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elles couchent. Oui. Elles couchent. Elles couchent, clairement. L'expression, c'est quoi? C'est qu'elles entretiennent. Elles ont des relations sexuelles avec d'autres jeunes gens. Voilà. Et donc, c'est dommage parce que c'est environ 5 jeunes. Mais ce n'est pas nouveau, le fait d'avoir des relations avec d'autres gens. Le contour, il est un peu différent. Oui. C'est-à-dire, il reste dans le milieu
scolaire et puis ce sont des élèves qui choisissent de coucher avec des filles, des jeunes filles, et puis ces jeunes filles perçoivent de l'argent en échange. Vous pouvez nous caricaturer un peu? Oui, je vais vous dire un peu comment est-ce que ça se passe. Mais en ce qui concerne la tontine sexuelle en elle-même, ce sont des filles qui décident de se mettre ensemble et de passer à tour de rôle avec d'autres garçons. Donc, ils sont environ 5 jeunes. C'est un exemple que je donne. 5 jeunes qui s'organisent. Où ils trouvent l'argent? Ils peuvent avoir... ils trouvent de l'argent et ils louent une villa ou un appartement meublé. Et puis la fille, ils s'organisent au sein des établissements, mais ils ne font pas ça à l'école. Ils vont dehors. Et c'est là-bas que la fille, c'est comme on dit tontine sexuelle, c'est-à-dire si elles sont 5 ou elles sont 4, la première passe, elle reçoit par exemple 50 000 francs et puis elle attend son tour une autre fois. Et ce sont les 5 qui couchent avec elle. Qui couchent avec, moyennant une somme. Oui. Et elles sont plusieurs comme ça, et à tour de rôle, elles passent dans cette villa-là. Malheureusement. Et ça s'adresse à quelle tranche d'âge? Parce que quand on dit élève, il y a le primaire, il y a le secondaire. Ne dites pas que c'est descendu jusqu'au primaire. En fait, si. C'est dommage, mais c'est cela. L'année passée, je le disais, il fallait vraiment créer un cadre, sinon on allait découvrir autre chose. Lorsqu'il y avait l'événement de la drogue qui faisait vraiment bruit, nous avons dit qu'il fallait prendre des résolutions. Parce que ces enfants-là, celles qui étaient à l'école en 6e ou en terminale, de 6e à la terminale, au début, nous pensions que c'était ces filles-là seulement qui faisaient ce genre de choses. Malheureusement, nous avons découvert une. Il y en a plusieurs, mais une de CE2. 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 Mais celle de CE2, nous l'avons savonnée, elle nous a fait comprendre qu'elle n'avait pas encore... elle était déjà dans le groupe, hein. Elle avait déjà été recrutée, mais elle n'était pas encore passée à l'acte. Voilà, elle avait déjà eu ses menstruations en vacances passées. Donc là, elle n'était pas encore passée à l'acte, mais donc, son ami... Au CE2, un enfant de CE2 a conscience de l'argent, et cet enfant-là, elle a conscience qu'elle était prête à vendre son corps pour avoir de l'argent. C'est ça. Au CE2. Oui, CE2, et son ami en classe de CM2 est déjà passé. Voilà. Ouais. Nous lui avons dissuadé, et elle a dénoncé, elle a dit plein de choses, et ses parents ne savent pas. Et nous aussi, nous sommes en train de voir comment faire pour l'aider, jusqu'à ce que ses parents soient informés. D'accord. Donc, on a parlé de tontine sexuelle. Et maintenant, quel est l'état des gens en ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire? Ça peut être une conséquence immédiate aussi. Oui. Et malheureusement, il n'y a plus de grossesse précoce. Ce n'est plus à l'époque où on cherchait à envoyer la petite fille qui avait mis un enfant au monde et tout ça. Mais aujourd'hui, ça donne à autre chose. D'abord, elles s'organisent et ce que nous avons constaté, ces jeunes garçons-là qui font de la tontine sexuelle ne veulent pas de préservatif. Ils disent aux filles, oui, ils ne veulent pas de préservatif. Et donc, quand elles sont enceintes, elles avortent à l'insu des parents. D'accord. À l'insu des parents. Dites-nous 2 mots sur les stupéfiants en milieu scolaire. Ces mêmes qui, malheureusement, ont décroché, ce que nous appelons des adolescents influenceurs, on dira délinquants, ils rôdent autour des établissements. En fait, ils décident de ne plus aller à l'école. Et lorsqu'on l'école les éjecte, ils reviennent autour des établissements avec en main des substances. D'accord, ça, ce sont les raisons. Enfin, là, Mais dites-nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le milieu scolaire, quelles sont les estimations d'un point de vue pourcentage ou chiffre en ce qui concerne les élèves qui, malheureusement, consomment des stupéfiants? On ne peut pas avoir un chiffre exact, mais on peut donner le nombre des influencés, ceux qui sont influencés. Malheureusement, ils sont les plus nombreux. Il y a 80. Il y a 5 que nous appelons, c'est ceux qui ont décidé d'être délinquants. 80% des influencés. Il y a 5% de ceux-là qui ont décidé d'être délinquants et qui rôdent autour des établissements. Il y en a 10 qui sont au sein des établissements, mais qui dérangent les cours, qui ne veulent pas que les autres apprennent. Et on les appelle les influenceurs, malheureusement. Et puis, il y a les influencés. Et il y a les 5 autres, ce sont ceux-là qui ont décidé d'être excellents adolescents, d'être des majors. D'accord. Alors, c'est un tableau bien sombre. Mais malheureusement, c'est l'état des lieux qui prévaut actuellement dans le système éducatif ivoirien en ce qui concerne les élèves. C'est cela? Tout à fait. Par rapport à, malheureusement, cette vie parallèle qu'ils mènent. Maintenant, on va chercher à identifier les causes. Comment on en est arrivé là?
Il est très clair. J'avais une fois dit lors d'une conférence c'était très simple. Lorsque nous avons des problèmes, il faut aller juste à la racine et puis traiter. Il y a 3 principales causes. La première, c'est le fossé communicationnel. Et plusieurs parents, malheureusement, ne comprennent pas que leur indisponibilité, parce qu'il y a plusieurs types de parents. Il y a les parents qui sont, on va dire, responsables, en griffe. Mais les parents indisponibles doivent savoir que leur indisponibilité crée la même conséquence dans l'organisme de l'enfant comme ceux-là qui sont irresponsables. Donc le fossé communicationnel crée un problème dans la vie de l'enfant. Les parents qui ne causent pas avec les enfants, qui n'arrivent pas à discuter avec les enfants, qui n'arrivent pas à échanger. Mais souvent, l'enfant a une double vie, hein. Il a une image différente à la maison. Simplement, un enfant qui ne parle pas à ses parents, c'est très simple. C'est qu'il n'a plus confiance. Il peut parler, mais ne pas dire la vérité. Oui, s'il ne parle pas, ça veut dire s'il ne s'exprime pas, s'il n'arrive pas à dire ce qu'il peut faire en cachette, c'est qu'il n'a pas confiance. Donc il faut mettre l'enfant... Il a l'enfant... peut-être conscience que ce n'est pas bien aussi. Il n'a peut-être pas envie de vexer, frustrer ni inquiéter le parent. Oui, il le sait, mais en fait, il est difficile de mentir à son ami. Et aujourd'hui, en 2024, les parents doivent savoir qu'ils doivent être amis à leurs enfants. En fait, l'amitié, ce n'est pas dire nous ne sommes plus parents, mais dire que je suis parent, mais j'ai décidé d'être ton ami, afin que tu puisses me dire tout, que tu n'aies pas peur de te confier. Et je vais te comprendre, je peux te comprendre, je sais ce que tu vis. Quand l'enfant est rassuré, il dit tout. Vous pensez qu'un enfant peut dire à son père ou à sa mère « je vais avoir des rapports dans une villa » ? En fait, le problème, c'est qu'avant même qu'il y ait ce genre de choses, il y a certaines choses qui précèdent. Ces choses qui précèdent là doivent être dites. Donc, si l'enfant a pu se confier à ses parents, par exemple, je rencontre un ami, un tel ami, le parent pourra lui dire non, cet ami-là, j'ai pas trop confiance. Et par exemple, pour les mauvaises compagnies, l'enfant pourra se prévenir. Et on a constaté que 95% des enfants sont avisés. Donc, plus on leur parle, plus ils sont avisés. Donc, la première raison, c'est le fossé communicationnel. La seconde raison, c'est le manque d'autorité parentale, qui se gère souvent à la préadolescence. Mais quand c'est raté, aujourd'hui, nous avons un système. Tant que l'enfant est dans le cocon familial, je veux dire, sous le toit de ses parents, il y a une possibilité de le récupérer. L'autorité spirituelle est l'une des causes de cette déviance. Et la dernière... L'autorité parentale, est-ce que lorsque l'enfant, souvent les adolescents, ils ont une double identité. Il y a la personne qu'ils projettent à la maison, il y a la personne qui sont à l'extérieur, mais quand ils rentrent, ils ressemblent à des enfants de cœur. Ça aussi. Oui, je vous dis la vérité. Un enfant qui a confiance en ses parents, qui est ami à sa mère et à son père, lui dira la vérité. Et le comportement va être le même? Non, il dira la vérité. Ça veut dire quoi? Il dira ce qu'il est en train de faire ou il dira ce qu'il veut faire. Un enfant qui joue au caïd dehors, à l'école avec ses amis, qui joue au caïd, qui est insolent avec les professeurs, il peut rentrer à la maison et puis paraître un enfant très poli et tout, parce qu'il sait que c'est ce qui plaît à ses parents et il ne veut pas les frustrer. C'est ça. Est-ce que là, l'autorité parentale est mise en cause? Je vous donne un exemple. Cet enfant qui ne respecte pas ses professeurs, c'est sûr que ses parents ont été convoqués. C'est sûr. Mais ils ne sont pas venus. D'accord. Ils ne sont pas venus. À chaque fois que les éducateurs appellent les parents, c'est parents qui font l'effort de ne pas se présenter, qu'ils sachent qu'ils traumatisent davantage les enfants. Ils permettent aux enfants de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. D'accord. Oui. C'était le deuxième point, le troisième. Ça. Et le troisième, c'est le traumatisme psychique, qui est une réaction émotive suite à des événements difficiles. Il y a souvent des enfants qui naissent de familles monoparentales. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs. Mais dès que l'enfant est traumatisé et qu'il a ce traumatisme psychique, malheureusement, qui aussi incombe, en fait. Les parents aussi souvent sont traumatisés. Lorsqu'il y a ce cas-là, l'enfant, malheureusement, il peut décrocher. Il s'ensuit souvent la démotivation. Et après la démotivation, il y a une baisse des résultats scolaires. Vous verrez qu'un juif va dire, je n'ai plus envie d'aller à l'école. D'accord. Alors, les enfants qui s'adonnent malheureusement à ce genre de fléau, est-ce que souvent c'est pour des problèmes d'argent, vous croyez? C'est, comme j'ai dit, le phénomène, cette cupidité-là, cette cupidité, ce désir, cette soif d'avoir l'argent, la richesse, aujourd'hui a pris une certaine proportion et c'est mondial. Comme je l'ai dit, c'est mondial. Donc, je vais à l'école. Mes parents n'ont pas assez de moyens. D'ailleurs, je voudrais dire qu'il faut que les enfants comprennent ce qu'on appelle cette éducation financière, que les enfants apprennent à vivre dans le contentement. Je peux avoir, mon père n'a pas d'argent, il n'a que 10 000 francs. Et si ce sont les 10 000 francs que j'ai, je me contente de cela. Contrairement à ceux qui ont 100 000 francs. Voilà. Si les enfants ne comprennent pas ça,
Et ceux qui ne comprennent pas, malheureusement, ils vont chercher à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Alors, après ce tableau bien sombre mais réel, quelles sont les solutions possibles ou en cours? Je voudrais dire que après ce tableau aussi sombre que nous venons de présenter, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que certaines personnes sont mises ensemble pour réfléchir et pour proposer des solutions et ça marche en ce moment. Il y a 2 solutions que nous proposons. La première, c'est le centre éducatif des excellents parents et adolescents. Ce centre-là aura pour mission de réguler, comme je viens de le dire, le fossé communicationnel et ensuite restaurer l'autorité parentale parce qu'un enfant qui n'honore pas ses parents est déjà perdu. Un enfant qui ne réussit pas ou qui ne respecte pas, qui n'honore pas ses parents est déjà perdu. Il faut le récupérer. Et enfin, il faut mettre les parents et les enfants face à leurs responsabilités. Tout ce qui se vit aujourd'hui est du fait des adultes. Je dis bien des adultes. Parce qu'aucun enfant ne peut payer la drogue, aucun enfant ne peut fabriquer l'alcool, aucun enfant ne peut construire une maison. S'il loue une villa, c'est que ce sont des adultes qui lui donnent cela. D'accord. Mais le centre éducatif, c'est pour les parents ou c'est pour les enfants? Les deux. On a vu que les parents traumatisés traumatisent leurs enfants. Donc le parent qui est traumatisé, malheureusement, ne donnera pas l'éducation qu'il faut. Donc il faut qu'il soit aussi guéri. Nous ne pouvons pas éduquer les parents, mais on fait ce qu'on appelle un accompagnement. C'est-à-dire un renforcement des capacités. On donne aux parents les éléments nécessaires, des leçons préventives pour leur permettre vraiment de suivre les enfants de 2024. Ça existe depuis quand, ce centre? Enfin, ces centres, ils sont sur toute l'étendue du territoire. Comment vous êtes structurés rapidement? Avec toutes les fêtières, nous sommes étendus. Au fait, pour le moment, nous avons un bureau à Cocody, mais l'objectif, c'est de travailler dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale, puisque nous sommes partenaires avec le ministère de l'Éducation. Et donc, la dernière solution que nous proposons et qui marche... Juste avant l'autre, je parle encore du centre éducatif. Est-ce que les personnes qui nous écoutent et puis qui sont inquiètes ou qui souhaitent se rapprocher de vous, elles peuvent le faire, qu'elles soient à Boaké, Daloa ou Gagnon, c'est possible? Oui, elles peuvent le faire. Pour le moment, même si elles nous contactent, nous avons toujours des représentants de notre organisation et nous verrons dans quelles conditions l'aider. Vous avez pu repêcher combien d'élèves jusqu'à aujourd'hui? Non, nous ne repêchons pas, nous sensibilisons. Et comme... Repêcher, je veux dire, de cette vie de débauche. Ah, d'accord. De sortir de là. Oui, nous y travaillons. Bon, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, il y a environ ceux que nous avons interrogés et que nous avons aidés. Il y a environ 107 que nous avons pu toucher. L'année passée, on a eu de bons résultats parce que notre objectif, en fait, c'est que les enfants puissent mieux travailler à l'école. Qu'ils puissent mieux travailler à l'école. Et plus ils travaillent, qu'ils soient majors, qu'ils soient excellents, mieux ils se concentrent et puis bon, ils font très attention à leur amitié surtout. D'accord. Donc le premier point, c'était le centre éducatif et le deuxième? Le deuxième, c'est le jeu concours Excel Ado. Le jeu concours Excel Ado, cette année, nous sommes à la seconde édition et je voudrais saluer au passage notre marraine, c'est le pasteur Liliane Sanogo, qui est marraine de cette deuxième édition, et cette femme d'excellence, cette femme vraiment qui est très impliquée dans l'éducation. Et cette année, nous voulons que tous les enfants qui vont participer soient majors de leur école. Et comme vous venez de le voir, nous sommes obligés de travailler au milieu des enfants du primaire. Donc ce jeu concours, cette année, sera plus axé sur les enfants du primaire, surtout ceux qui sont au CM2. Donc du CE2 au CM2, ils vont compétir. On choisit les meilleurs des différentes inspections primaires. Nous travaillons avec ces conseillers-là et nous pensons qu'ils vont relever un peu l'image. Et vous nous disiez que l'État est partenaire. Oui, le ministère de l'Éducation nous accompagne. D'ailleurs, c'est grâce au ministère que nous avons accès aux établissements. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons quand même une référence. Vous savez, le président de la République nous aide, il nous facilite parce que c'est un travailleur. Donc nous parlons aux enfants, nous leur disons que vous êtes dans un pays et vous voulez travailler, vous aspirez à être une telle personne, une telle personnalité, il serait bien pour vous de travailler, d'étudier aujourd'hui parce que le ministère de l'Éducation nationale voudrait une école de qualité. Et pour une école de qualité, il faille nécessairement que les enfants soient excellents à l'école. Nous sommes déjà au terme de notre émission. J'aimerais voir votre livre, s'il vous plaît. Merci. Alors, la théorie des ados. Beaucoup de conseils aux parents? Oui, si conseiller aux parents, ce sont des leçons préventives et je l'explique avec une métaphore explicative de la mangue verte. La mangue verte, c'est l'adolescence.
En fait, je dis quoi? L'adolescence, la mangue verte Oui. est inconsommable. Il ne faut pas manger la mangue verte. Plusieurs mangent avec du sel, mais la mangue verte, elle est inconsommable. Il faut la conserver jusqu'à la maturation, si jamais elle réussissait à quitter le cocon qui est le manguier. Très bien, c'est une belle métaphore. Est-ce qu'il y a un numéro vert que les personnes qui nous suivent pourraient appeler? Oui, je pourrais donner un contact, le 07 78 31 77 31. 07 78 31 77 31 pour tous les parents qui sont dans des difficultés et qui ne réussissent pas à communiquer avec leurs enfants. Nous sommes là pour leur dire qu'ils sont parents et nous allons leur redonner la place qu'il faut dans le cœur de leurs enfants. Je remercie infiniment, bravo pour votre combat et merci de redonner espoir, rien n'est perdu. Comment éradiquer la tontine sexuelle, les grossesses précoces et la consommation de stupéfiants en milieu scolaire? Le tableau est sombre, mais il n'est pas désespéré. Oui, oui. Merci à vous d'avoir été là, Monsieur Ghislain Yapi. Vous êtes professeur en psychologie de l'éducation. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là.